Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 288, avec une capsule, c'est l'œil du coach, dans laquelle nous allons entrer dans l'entraînement des champions. Alors je voulais vous poser tout d'abord une première question. Si Kipchoge court 200 km par semaine, est-ce que je dois faire de même ? Et si Jimmy Gressier fait 20 fois 200 mètres lors d'une séance, est-ce que je dois la copier ? Alors, stop. Et si nous étions en train de faire fausse route et faire l'une des plus grosses erreurs sur le plan de l'entraînement ? Alors cette idée, on l'a tous eue. Regardez ce que font les champions, leurs séances, les kilomètres avalés, leur méthode et se dire « Eh bien, si ça marche pour eux, pourquoi pas pour moi ?» Après tout, ils sont au sommet de leur art, ils battent des records, alors pourquoi je ne pourrais tout simplement pas faire pareil ? Mais là, il y a un piège énorme dans lequel tombent peut-être beaucoup de coureurs amateurs. Parce que copier l'entraînement d'un athlète de haut niveau, pour moi, ce n'est pas une source de progression, c'est souvent même aller droit dans le mur. Pourquoi ? Parce que ces athlètes ont des qualités hors normes, un mode de vie dédié à la performance et un cadre d'entraînement que nous, coureurs passionnés, n'avons tout simplement pas. Alors, doit-on cependant ignorer tout ce qu'ils font ? Absolument pas. Il y a quand même une grande différence, vous me direz, entre copier et s'inspirer. Et c'est exactement ce que l'on va voir aujourd'hui dans cet épisode de l'œil du coach avec Bruno. On va décrypter les 3 piliers qui font la différence entre un champion et les sportifs amateurs que nous sommes, mais également d'identifier ces différents points que l'on va pouvoir picorer à ces méthodes proposées par les champions. Nous vous donnerons des conseils pour progresser sans se blesser et, comme le dit Bruno, vous aider à devenir champion du monde de vous-même. Alors je vous invite à vous installer confortablement pour l'écoute de cet épisode parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien changer votre façon de percevoir l'entraînement. Faut-il copier l'entraînement des champions ? C'est une nouvelle capsule, l'œil du coach avec Bruno Heuby sur le podcast À côté de mes pompes, capsule pour laquelle je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Bruno, on se retrouve pour une capsule l'œil du coach avec une question aujourd'hui. Faut-il imiter les entraînements de nos champions ? Je vois par là des sportifs français qui ont performé sur ces dernières semaines, que ce soit Félix Bourg, Étienne Daguinos ou Jimmy Gressier. Est-ce que l'on peut copier leurs entraînements ? Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre ? Et qu'est-ce que l'on peut retirer de ces champions ? Est-ce qu'il y a moyen, Bruno, d'en tirer quelque chose pour nous, les sportifs amateurs ? Salut Sébastien. Alors comme souvent, je crois que je vais faire une réponse de Normand ou peut-être une réponse de mes études de philo où on avait l'habitude de faire thèse, antithèse, synthèse. Donc là, je crois que pour les athlètes de haut niveau, il y a du pour, il y a du contre, il y a du oui et il y a du non. Parfois, il faut les copier. Parfois, il ne faut pas les copier. Et je crois qu'on va parler de tout ça dans cette capsule qui, je pense, va être très intéressante parce que moi, dans ce que je vois et dans ce que j'entends, oui, on a souvent tendance... Enfin, les gens s'inspirent et veulent copier les champions, ce qui est d'ailleurs tout à fait normal. Quelle différence, Bruno, tu ferais entre un champion et les sportifs amateurs que nous sommes ? Alors, c'est une question à laquelle je me suis vraiment beaucoup intéressé parce que j'ai vu autour de moi évoluer des sportifs de haut niveau et j'avais vraiment... pour moi, c'est un peu comme des objets d'études en me disant qu'est-ce qui les différencie, qu'est-ce qui fait qu'ils sont à ce point différents des autres. Et puis ce qui m'intéressait aussi, c'était la performance au sens large, parce que je pense on fait souvent des comparaisons entre le sport et l'entreprise, le sport et la vie de tous les jours, et ça m'intéressait de réfléchir à ça et d'essayer de le formaliser un peu. Donc on a souvent parlé, Seb, de trépied, de choses qui vont par 3. Je suis né à 3, il y a plein de choses qui vont par 3 dans ma vie, et là encore, je crois que c'est pas un hasard. Je pense que les choses vont par 3. Donc, pour moi, ce qui qualifie un sportif de haut niveau, mais on pourrait dire aussi ce qui qualifie quelqu'un qui réussit, parce que je pense que c'est la même chose. Il y a, selon moi, 3 choses vraiment fondamentales.
Alors comme j'aime bien jouer avec les mots pour qu'on les retienne plus facilement, pour moi, le sportif de haut niveau, il a 3 choses. Il a des qualités, il a de l'entraînabilité et il a de la volonté. Donc bien entendu, il faut pas s'attacher aux mots, c'est juste pour plus facilement les retenir. Qualité, entraînabilité, volonté. Et c'est quoi ces 3 choses-là? Alors les qualités, on pourrait dire c'est ce que Mère Nature c'est ce dont Mère Nature nous a dotés. Si vous n'avez pas les qualités que vous souhaitez, mais que ce soit les qualités physiques, intellectuelles, etc., hein, on sait qu'une grosse partie, ce sont nos parents qui nous les ont légués. Et on sait aussi que, ça je l'ai appris il y a pas tellement longtemps, que a priori c'est plutôt la maman qui transmet les chromosomes et les chromosomes et les gènes du sport. Donc on a des qualités de base, on est né avec un certain potentiel qu'on a plus ou moins développé ensuite par le travail. Et pour moi, les qualités, c'est vraiment des 3 points, celui qui se différencie le plus de l'athlète de haut niveau, du sportif lambda à la majorité des êtres humains. Ce qui fait la différence, c'est pas l'entraînabilité, c'est pas la volonté. Alors c'est quoi l'entraînabilité et la volonté? L'entraînabilité, c'est cette capacité qu'on a de s'entraîner. Je crois pas que le mot existe, hein, mais c'est pas très grave. Cette capacité qu'on a on peut l'inventer, hein, cette capacité qu'on a de s'entraîner, d'optimiser son potentiel, voilà, d'obtenir la substantifique moelle des qualités qu'on a. Et ça, l'entraînabilité, c'est une qualité propre des athlètes de haut niveau. Teddy Riner, Félix Bourg ont des qualités au-delà de la moyenne, mais ils s'entraînent aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Raphaël Nadal s'entraînait plus que tous les autres. Enfin, donc cette capacité à s'entraîner et à utiliser son potentiel, alors même qu'on est doué, c'est ce qui fait le champion, l'athlète de haut niveau. Mais ça, on peut le copier. On peut copier l'entraînabilité des sportifs. Et moi, je connais des gens qui n'ont pas des qualités de champion, mais qui ont une entraînabilité de champion. Donc ça, on peut le travailler. Et puis le 3e point, ce que j'appelle la volonté, bien entendu, c'est pas avoir de la volonté, c'est cette capacité qu'ont les champions, les sportifs de haut niveau, les gens qui réussissent, de jouer la partition sans fausse note le jour J. C'est-à-dire qu'ils passent pas à travers le jour de la course, le jour de leur objectif, parce qu'ils ont tout mis en place avant pour que rien ne produise de fausses notes. Et ça aussi, on peut le copier sur les athlètes de haut niveau. Donc, on peut s'inspirer de l'entraînabilité, on peut s'inspirer de la volonté. Après, les qualités, c'est celles qu'on a. Et bien sûr, on n'est pas tous des Félix Bourg parce qu'on est tous différents. Alors, tu emploies le terme, Bruno, s'inspirer. Ce qui veut dire que ce n'est pas copier. Il y a une différence quand même notable entre l'inspiration et la copie, où l'on va prendre tout simplement une séance brute d'un champion et la reproduire dans un plan d'entraînement. Déjà, est-ce que ce serait cohérent de piquer une séance et de la calquer comme ça, qu'elle vienne de nulle part et qu'on puisse la réaliser? Non, voilà. C'est pour ça que je parle de s'inspirer, mais non, il ne faut surtout pas copier les séances d'entraînement des sportifs de haut niveau, surtout que trop souvent, on parle de distance, on raisonne en termes de distance. Donc si Félix, à qui on fait un petit coucou s'il nous écoute, ou d'autres, hein, Étienne Daguinos et tous les autres sportifs de haut niveau, font une séance donnons un exemple, une séance de 20 fois 200, ça va correspondre grosso modo à une durée d'effort d'environ 30 secondes. Si je dis, un tel fait une séance de 20 fois 200, Jimmy Gressier, par exemple, je vais faire la même chose. Sauf que 20 fois 200 pour un sportif de haut niveau, c'est 20 fois 30 secondes. Et 20 fois 200 pour tous les autres, ça peut être 20 fois 40, 20 fois 50, 20 fois 1 minute. Et là, c'est plus du tout la même séance. Donc, et c'est vraiment une erreur qui est commise souvent. Ah tiens, machin, il fait 6 fois 1000. Ben oui, mais il fait 6 fois 1000 en 2,50. Peut-être que toi, tu vas faire 6 fois 1000 en 4 minutes, en 4 minutes 30, en 5 minutes. C'est plus du tout la même séance. C'est plus du tout la même durée d'effort. Donc, on ne peut pas soutenir les mêmes pourcentages que ces sportifs-là. Donc, attention, ne copions pas, ne reproduisons pas les séances des sportifs de haut niveau, car elles ne correspondent pas à ce que nous, on a besoin. Alors, je voyais également, sur ces dernières années, cette tendance au double seuil, à cette méthode norvégienne qui semble porter ses fruits. Là aussi, attention à la copie pure et dure.
il faut peut-être comprendre pourquoi ces personnes-là le mettent en place, comment elles l'utilisent, et est-ce que c'est adapté, comme tu l'as dit tout à l'heure, à notre profil de coureur amateur? Exactement. Donc déjà, le seuil, on en a parlé dans plein d'autres capsules, dans plein d'autres enregistrements. Les athlètes de haut niveau disposent autour d'eux de méthodes, d'équipes et de structures qui leur permettent de connaître ce qu'est le seuil, donc ce moment où la lactatémie augmente très brutalement. Alors, je vais être tout à fait franc avec toi, Seb, je ne connais pas cette notion de double seuil. Enfin, j'imagine un peu de quoi il s'agit, puisque on doit tourner autour de ces allures-là, mais je n'arrête pas de répéter que le seuil, 99% des gens ne savent pas ce que c'est, ne savent pas quel est leur seuil. Ils le savent parce on a réduit cette notion à des expressions comme tu cours jusqu'à l'essoufflement ou tu fais ton allure semi. On a entendu ça à un moment. Bah bien sûr, l'allure semi c'est 1 heure pour un athlète de haut niveau, donc forcément 1 heure pour un athlète de haut niveau, il est au seuil. Mais il y a des gens qui sur 1 heure ne sont pas sur leur allure semi, ils sont sur leur allure 10 km. Alors après, on a dit, ouais, c'est l'allure 1 heure. Oui, allure 1 heure pour un athlète de haut niveau, mais pour la plupart des coureurs, c'est peut-être 45, 40 minutes. Donc, double seuil, je sais pas comment on fait pour copier une séance de double seuil quand on est coureur lambda, parce qu'on ne connaît déjà pas son seuil. Alors le double, je sais même pas comment on fait. Une erreur fréquente, c'est peut-être ce volume d'entraînement, hein. Tu en parlais tout à l'heure, ces kilomètres que l'on va pouvoir enchaîner. Pour certains, voyant des champions réaliser de très très nombreuses séances, c'est parfois 10, 12, 14 séances par semaine, parce que certains vont doubler, on va avoir des volumes kilométriques supérieurs à 150, 160, parfois 200 kilomètres, et de reproduire ces semaines d'entraînement, est-ce qu'il n'y a pas là un risque de blessure prématurée? Ça peut tenir dans les peut-être premiers plans, mais sur le long terme, qu'est-ce qu'il en sera? Sur le long terme, oui, c'est. Alors, je veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais pour moi, on va droit dans le mur. Alors, c'est pas le mur du marathon, c'est un autre mur, c'est le mur de la blessure. J'ai organisé un stage ce week-end et les participants me demandaient combien de kilomètres d'entraînement je faisais ou j'avais l'habitude de faire en stage avec l'équipe de France. Moi, je pouvais monter très facilement à 240 kilomètres par semaine. Donc, quand on dit 240, les gens écarquillent les yeux, mais on n'a que ça à faire. On s'entraîne 2 fois par jour et on n'a que ça à faire. On se repose, on va aux soins. C'est facile de faire 240 km par semaine. Mais moi, la semaine avant le stage où je bossais, j'avais du mal à en faire 180 parce que il y a le quotidien. Donc, ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Si j'ose dire, fondamental, rien à voir avec l'endurance, mais c'est que le sportif de haut niveau, il est professionnel, il n'a que ça à faire. Il se lève le matin, la seule chose à laquelle il pense, ce sont ces 2 séances d'entraînement. Donc, il a du temps. Il va récupérer. Tout ça lui permet de faire 2 entraînements par semaine. Le coureur lambda ne peut pas faire ça parce qu'il travaille. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est que j'expliquais ça aux participants de mon stage. On allait courir une journée cool après une grosse séance d'entraînement, une grosse journée d'entraînement. Le lendemain, on faisait 2 footings d'1 heure. C'était pour nous une journée cool. On courait mais on faisait 30 km parce que le footing, c'était 15 km/h. Donc, personne ne fait 30 km en une journée en 2 footings. Enfin, sauf les athlètes de haut niveau. Donc, ne copions pas le volume kilométrique de gens qui vont beaucoup plus vite que vous et qui, en plus, n'ont que ça à faire de leur journée. Donc, c'est une erreur. Il ne faut pas faire ça. Ce que je notais dans ces différences fondamentales entre les sportifs de très haut niveau et nous, les coureurs amateurs, c'est cette récupération, les soins qu'ils vont pouvoir mettre en place quand on est pris, nous, dans nos agendas professionnels, de papa, de maman. C'est difficile parfois de caler autant de séances et c'est bien souvent cette récupération, ce sommeil, cette alimentation qui est peut-être un petit peu négligée. Et si on met des séances d'entraînement de façon très très intense, avec derrière ce protocole de récupération et tout ce qui va être un petit peu invisible, sommeil, alimentation, forcément que ça peut coincer assez rapidement. Alors que ces sportifs-là, eux, vont pouvoir faire la sieste, vont pouvoir récupérer, avoir accès au kiné, au massage, aux soins, ce que l'on n'a pas forcément. C'est pas quelque chose de commun pour nous, les coureurs des pelotons. C'est ça. Et justement, c'est dans ce sens
que moi je propose que l'on s'inspire des sportifs de haut niveau, c'est-à-dire que on doit savoir que eux, ils ont du temps pour tout ça, mais t'as parlé d'invisible, hein, on peut et on doit, selon moi, s'inspirer de toute la façon qu'ils ont de gérer l'entraînement invisible, les soins de kiné, les soins de récupération, l'alimentation, tous ces points-là, le sommeil. Là, oui, inspirons-nous des sportifs de haut niveau en se disant, eux, ils ont le temps et ils ont les moyens, mais moi, je peux, à mon niveau, aussi essayer de copier tous ces petits points qui font que, voilà, je vais optimiser les qualités qui sont les miennes et qui ne sont pas celles d'un sportif de haut niveau. Dans les stages, Bruno, que tu réalises ou dans l'accompagnement que tu peux mettre en place auprès de sportifs amateurs, est-ce que tu insistes sur ces notions de l'entraînement, bien évidemment, mais de tout ce qu'il y a à côté pour pouvoir mener un plan jusqu'à son terme dans des objectifs qui auront été fixés et pour les atteindre, est-ce que tout ça en fait partie? Oui, ça en fait partie parce que justement, dans une journée d'un sportif de haut niveau, l'entraînement prend une part importante, mais tout ce qui est périphérique est aussi très important. Donc, si le coureur qui n'est pas un sportif de haut niveau ne se concentre, et c'est logique de le faire, que sur l'entraînement, que sur le volume kilométrique, que sur les séances, et qu'il néglige tout le reste, il va se blesser. Et donc la réponse qu'on peut apporter, c'est de dire, regardez, là on a des modèles, des Ferrari, des Formule 1, qui s'entraînent beaucoup, qui ont des qualités physiques au-delà de la moyenne, et néanmoins, ils font très attention à tout ce qui est périphérique à l'entraînement. Donc, inspirons-nous d'eux. Peut-être qu'il faut un peu moins faire d'entraînement à certains moments et plus se concentrer sur la récupération, faire quelques kilomètres de moins. Et donc, ce discours, il permet d'éviter de faire en sorte que le focus qu'ont beaucoup de personnes, et c'est normal, c'est de se concentrer uniquement sur combien je vais faire de kilomètres, combien je vais faire de séances, parce que c'est ça qui va me faire progresser. Non, si le sportif de haut niveau met en place tout ce qui est périphérique, c'est qu'il y a une raison et c'est que c'est aussi très important. Alors tu as parfois le prisme de Strava, des réseaux sociaux qui, si on ne court pas assez, si on ne fait pas un volume d'entraînement suffisant, peut nous renvoyer cette image qu'on n'a peut-être pas suffisamment couru, suffisamment réalisé de séances pour atteindre un objectif. Et c'est peut-être là aussi le piège. D'abord, de se concentrer sur ce que l'on fait soi avant de regarder ce que les autres peuvent faire ou ce que l'on serait tenté de faire au regard de ce que font les autres. Exactement. Chacun est différent. Se comparer aux autres, c'est un réflexe normal, naturel, mais il faut essayer de prendre du recul par rapport à ça. On est tous différents, on a tous un contexte différent. D'autant plus que avec ces plateformes comme Strava, comme tous les réseaux d'ailleurs, où est la vérité? Les sportifs de haut niveau d'ailleurs ne mettent pas tous leurs séances. Certains sportifs de haut niveau, parce qu'ils savent que leurs concurrents vont regarder. Donc, ce que l'on voit sur les réseaux, c'est souvent quelque chose qui n'est pas forcément le reflet de la réalité. Les séances ratées, on va pas les mettre, ou on ne va mettre que les séances réussies. Enfin bref, y a très peu de sportifs de haut niveau qui partagent réellement leur séance d'entraînement ou leurs paramètres physiologiques d'ailleurs. Donc, faut se méfier de ce que mettent les autres. Sur les réseaux, on met souvent ce qui va bien, mais on oublie souvent de mettre ce qui va moins bien, parce que c'est un peu l'écueil de ces moyens de communication. Donc, ouais, il faut prendre tout ça avec des pincettes. Qu'est-ce que l'on va pouvoir, Bruno, avoir comme inspiration chez les sportifs? Là, si on veut être vraiment très concret dans ce qu'on a évoqué, à savoir cette entraînabilité, cette volonté. Il y a une part de mental également, de pouvoir travailler sur cet aspect un petit peu plus psychologique que simplement physique. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil pour se rapprocher et s'inspirer de ces grands champions? Sur le plan des qualités, donc on peut dire que bien sûr on peut pas comparer, ils ont leurs qualités, on a les nôtres, donc là faisons un trait là-dessus, on leur ressemblera jamais. Mais on peut s'inspirer de la manière dont ils développent leurs qualités. Si on prend des exemples concrets, beaucoup de coureurs à pied pensent ou disent que la VMA, par exemple, n'est pas utile, qu'il ne faut pas en faire. Un exemple qui me vient vraiment à l'esprit, parce qu'on en parle souvent, on parle des coureurs de trail. Alors, certains vont dire, oui, mais machin, il fait jamais de fractionné, donc moi, je vais pas faire de fractionné. C'est une bonne manière de se trouver une excuse de ne pas le faire. La plupart des sportifs
font des séances qualitatives. Donc, on peut copier les séances de VMA des champions. Sauf que on va pas copier 20 fois 200, on va pas copier 6 fois 1000. On va raisonner en termes de durée d'effort. Et si Jimmy Gressier, il a fait 6 fois 3 minutes pour améliorer ses capacités physiques, c'est-à-dire pour lui, et même moins que 3 minutes, 6 fois 1000, faisons 6 fois 3 minutes, mais ne faisons pas 6 fois 1000. Ne reproduisons pas bêtement une séance qui n'est pas faite pour nous. Donc, toutes les séances qualitatives, le contenu de l'entraînement, c'est quelque chose que l'on peut copier parce que si les sportifs de haut niveau font ces séances-là, c'est qu'elles sont très efficaces, même si leur contexte à eux est un contexte particulier. On l'a déjà dit. Donc, copier la méthode d'entraînement, ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est très inspirant quand on regarde les sportifs de haut niveau. Et puis, copier aussi tout ce qui est du registre de la planification. On a tendance à dire que les sportifs qui ne sont pas les sportifs de haut niveau font un peu n'importe quoi au niveau de la planification, une compétition puis une autre. On a fait un sujet sur la planification. Le sportif de haut niveau, il va planifier ses entraînements. On le sait, il va planifier sur 4 ans les Jeux Olympiques, il va planifier sur 1 an les championnats du monde, il va planifier sur quelques mois le championnat de France. Donc, faisons la même chose. On se fixe des objectifs et on se prépare. Le sportif de haut niveau, il court pas forcément toutes les semaines, n'importe comment, dans n'importe quel ordre. Donc, inspirons-nous de tout ce qui est planification, de l'organisation de l'entraînement, de la structuration, en plus du contenu des séances. Je pense que c'est très inspirant et c'est quelque chose qui peut permettre à tout à chacun de bien progresser. Au niveau de l'entraînabilité, essayons de copier la motivation dont ils font preuve. Voilà, peut-être que nous, on va vouloir rester au chaud ou les sportifs lambda vont vouloir rester au chaud quand le sportif de haut niveau, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, va s'entraîner. Je regardais hier un reportage de Stade 2 sur la petite pépite du cyclisme français. Il est allé rouler dans le sud. Alors bien sûr, il a que ça à faire. C'est son métier. Il avait une voiture derrière lui pour le suivre. Franchement, si nous on avait ça, ça serait bien aussi. Mais néanmoins, il a été roulé 1 heure sous des trompes d'eau. Voilà, donc ça, je pense que ça peut être inspirant de se dire, eux, bien sûr qu'ils ont des qualités. Oui, forcément, on n'aura jamais les qualités qu'ils ont. On peut se dire ça. Les gens qui nous écoutent peuvent se dire ça. Mais quand on voit tout ce qu'ils mettent dans l'entraînement, ça, c'est inspirant. Et ça, on peut essayer de le faire aussi. On a les moyens de le faire. Moi, ce que j'avais mis, c'est rigueur et constance. C'est-à-dire d'être capable, comme tu viens de le dire, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, de quand même sortir. Alors, quand il neige et que c'est verglacé, il faut peut-être faire attention, mais que les conditions météo ne soient pas une excuse pour pouvoir bâcher et passer une séance. S'inspirer des champions, c'est ça également. Ils ont parfois, on dit, cette capacité supérieure à peut-être traverser les éléments, mais ça fait partie de cette constance qu'ils ont, ces 3, 4 séances. Alors après, à chacun, moi je sais que c'est plutôt 4, voire 5 séances. Bon, je suis passé de 2 à 3, de 3 à 4, de 4 à 5. Ça demande du temps. Donc, il y a aussi cette progressivité. On l'emploie souvent. Et je pense que si on rebalaye toutes les capsules qu'on a enregistrées ensemble, Bruno, on pourrait le ressortir à chacun des épisodes enregistrés. Il faut quand même y aller avec beaucoup de progressivité, même si on peut quand même s'inspirer de ces champions à travers leurs entraînements. Mais c'est ça. Le champion, moi, je ne suis pas arrivé à 14 entraînements par semaine. Comme ça, du jour au lendemain, ça prend du temps. Il faut laisser le corps effectivement s'adapter. Le corps est une machine extraordinaire, mais il faut lui laisser le temps de s'adapter. On peut s'entraîner beaucoup, mais le mot clé, tu l'as prononcé, c'est la progressivité. Et puis ne pas se trouver d'excuses pour ne pas faire. Moi, je peux pas parce que j'ai du boulot. Moi, je peux pas parce que j'ai des rendez-vous. Eux, les sportifs de haut niveau peuvent le faire. Donc, on ne doit pas copier que ce qui nous intéresse. On doit aussi copier ce que eux font, mais que l'on pense que l'on ne peut pas faire. Prendre le temps d'aller chez le kiné, faire des soins, c'est peut-être plus important que de vouloir absolument aller courir avec une douleur et finir par se blesser, finir par ne plus prendre de plaisir. Donc voilà, ça c'est inspirant. Ça c'est quelque chose qu'on peut faire. On ne doit pas avoir cette attitude qui consiste à dire ah oui mais eux voilà. D'un côté, on veut les copier. Moi, je connais, je vais pas citer de nom. J'espère qu'ils nous écoutent.
je connais des gens qui veulent absolument, parce qu'avec les réseaux maintenant, TikTok, Instagram, les sportifs de haut niveau, on en voit constamment. Certains se filment beaucoup, donc on les voit presque, on a l'impression qu'on vit avec eux. Et on voudrait leur ressembler et on voudrait faire les mêmes entraînements qu'eux. Mais attention, derrière tout ça, il y a tout ce qu'ils mettent en place. La nutrition, on l'a dit, l'entraînement invisible, ça c'est quelque chose dont on peut s'inspirer aussi. Je ne suis pas forcément les gens sur les réseaux, mais j'espère que les sportifs de haut niveau ont aussi cette volonté de montrer ce qu'ils font tout autour de l'entraînement. Et là, il y a plein de choses qu'on peut faire, que tout à chacun peut faire, et qui sont très, très inspirantes. Et j'en reviens à cette écoute du corps dont on parlait tout à l'heure. Je pense que c'est aussi important de savoir quelles sont nos limites, s'il y a des voyants qui commencent à s'allumer à droite et à gauche, faisant penser à une possible blessure, à quelque chose qui est un petit peu sous-jacent, il faut quand même être capable de mettre un petit peu le curseur plus bas sur quelques séances, sur quelques jours. Et quand bien même l'objectif derrière serait pas celui espéré, de pouvoir courir longtemps. Ça faisait partie également de ce qu'on avait échangé par rapport au livre que tu as sorti. C'est courir longtemps, c'est pas que sur la durée, c'est sur le temps, sur les années qui nous restent à courir. Il faut quand même rappeler que la course à pied pour nous est un plaisir. On va pas y jouer notre carrière, notre vie, contrairement à ces sportifs de haut niveau qui ont besoin de ces chronos, de ces belles performances pour derrière pouvoir décrocher des contrats, ce qui est pas notre cas. Et je pense que il faut parfois peut-être être aussi un petit peu humble par rapport à nos performances. Il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas passer, mais quand bien même, on avance et ça ira mieux la prochaine fois. Donc, d'être à l'écoute, je pense que c'est aussi un des facteurs importants si on veut durer dans cette continuité, dans cette carrière de sportif qui est la nôtre. Ouais, c'est indispensable. Et puis c'est aussi intéressant. Ça veut dire apprendre à se connaître, apprendre à écouter son corps, apprendre à mieux le maîtriser. Donc, je pense que d'un point de vue personnel, c'est aussi un épanouissement et un accomplissement qui est intéressant plutôt que de courir, je dirais, d'une manière un peu bornée. Borné, faire des bornes et jusqu'à devenir borné. Oui, on doit être à l'écoute de tout ça. Et les sportifs de haut niveau, eux, ceux qui réussissent, on gagne pas 14 fois Roland-Garros, on gagne pas 10 fois un championnat du monde de judo sans avoir cette capacité à se remettre en cause, mais aussi à s'écouter, à faire attention et à bien s'entourer. Ça, c'est vraiment la caractéristique du sportif de haut niveau qui réussit. De ton côté, Bruno, comment tu as construit ta carrière, justement? Est-ce que tu avais des modèles, des idoles, des gens dont tu t'es inspiré, justement, pour aller construire ces belles victoires et ces titres que tu as pu aller décrocher? Pas vraiment des idoles ni des modèles, parce que dans la discipline dans laquelle j'ai été performant, à savoir le 100 km, on n'avait pas... L'argent n'était pas présent, donc on peut pas dire qu'on avait des personnages, enfin des coureurs charismatiques, des coureurs qu'on pouvait admirer. C'est une discipline où les gens qui brillent de manière un peu anonyme. Donc moi j'ai beaucoup appris en regardant un sportif que j'ai accompagné et qui est devenu champion du monde de la discipline. Donc le nom n'évoquera peut-être pas grand-chose à ceux qui nous écoutent, mais néanmoins Pascal Fétizon a été champion du monde de 100 km dans les années 2000, mais c'est quelqu'un qui courait le semi en 1h02, bien avant les chaussures carbone. C'est quelqu'un qui a fait 2h14 au marathon de Paris dans des conditions de chaleur abominables pour préparer les Jeux Olympiques. Et lui m'inspirait beaucoup parce que je m'inspirais de son entraînabilité, de sa capacité le jour J à ne pas flancher, mais je voyais bien, pour faire un petit jeu de mots, un film qui a bien marché ces derniers temps, il avait un petit truc en plus, ce garçon. Un truc qui fait que moi, quand au 70e, je commençais à avoir très très mal aux jambes et que je me disais ça va pas bien se passer, je regardais ma montre et je me disais oula, et je la regardais plus. Lui continuait de la regarder en se disant j'ai perdu 1 seconde, mais le kilomètre suivant, j'en perdrai pas plus d'une. Et donc, il avait cette faculté à résister à la douleur, cette faculté à rester toujours dans une dynamique positive que moi, je n'avais pas. Et j'étais pourtant, j'ai quand même fini 11e d'un championnat du monde. Donc, mais il y a toujours quelqu'un à admirer, toujours quelqu'un qui fait mieux, toujours quelqu'un qui est capable de mettre en place des choses que les autres ne font pas. Donc, je me suis beaucoup inspiré de
de gens comme lui qui avaient surtout cette capacité à la fois, bien sûr, d'avoir des qualités, à la fois d'avoir une entraînabilité, mais sur le troisième point dont on a peu parlé, mais qui est aussi important, cette capacité le jour J à être vraiment au maximum, parce qu'on connaît beaucoup de sportifs qui le jour J passent à travers pour des tas de raisons d'ailleurs, et c'est vraiment cette force, celui qui réussit, celui qui est champion, c'est celui qui le jour J est capable vraiment de jouer la partition sans fausse note, et ça c'est très fort. Est-ce que c'est là, finalement, le point d'amélioration que l'on peut avoir? Autant l'entraînement, on connaît un petit peu les ficelles pour bâtir un plan d'entraînement, conduire un athlète vers la performance, mais cet aspect mental, le fait, comme tu le dis, de réussir le jour J à aligner toutes les planètes et à pouvoir donner le maximum de soi-même, est-ce que c'est pas là, dans nos sociétés actuelles, cette préparation mentale, qu'est le gain que les sportifs vont pouvoir aller chercher pour encore optimiser leur performance? Pour moi, oui, c'est vraiment de ce trépied qualité, entraînabilité, volonté. Pour moi, c'est vraiment le point sur lequel il y a le plus de progrès à faire, parce que comme tu le dis, tous les champions, on prend les 10 meilleurs marathoniens, les 10 meilleurs tennisman, les 10 meilleurs coureurs de 10 km, 10 coureurs de semi, enfin bref, peu importe. Ils ont tous quasiment les mêmes qualités. C'est pas sur les qualités que ça se joue. Ils ont tous une énorme entraînabilité. Et la différence, elle va être là. Elle va être dans tout ce qui est cette capacité de mettre tout ça en musique et de le jouer sans fausse note. Alors j'aime bien cette comparaison, même si je suis un piètre musicien, mais le musicien, celui qui joue la symphonie sans fausse note, d'abord il est très doué parce que effectivement il est capable de jouer mieux que les autres. Donc le sportif, il a plus de qualité, mais il a entraîné ses qualités, il a répété pour que justement le jour J il y ait pas de fausse note. Alors ça paraît un peu simple d'expliquer ça comme ça, de dire il a répété, mais le fait de répéter, le fait de se préparer, le fait de tout mettre en œuvre quand on se présente sur la ligne de départ, déjà, et ça je crois que c'est Arthur Ashe qui l'avait dit, ça construit de la confiance. Donc quand on part sur la ligne de départ avec la confiance, avec le fait de savoir on a tout mis en œuvre, on a tout réalisé, on a développé ses qualités, on a donné tout ce qu'on pouvait au niveau entraînabilité, voilà, c'est déjà plus facile de jouer la partition sans fausse note parce que on sait qu'on a tout fait. Après, il y a des petits trucs. Sur un marathon, sur un 10 km, sur un semi, nous les coureurs, on peut très bien jouer la partition avec plein de fausses notes, même si on s'est bien entraîné, même si on a des qualités, si on respecte pas la stratégie. Si on va au-delà, si on se laisse déborder par l'événement, si on part trop vite, si on fait n'importe quoi parce qu'on a perdu les pédales ou les chaussures, bien sûr, on va passer à travers. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et tout ça, effectivement, ça se travaille en amont. Quand Rafael Nadal sert pour le match devant 40 000 spectateurs, oui, il y a plutôt intérêt à ce que son bras ne tremble pas. Est-ce que tu as, dans ton accompagnement, des mots pour les sportifs avant qu'une compétition ne soit lancée, la veille ou à quelques minutes d'une compétition? Est-ce que tu arrives à leur transmettre un petit peu ce que tu as vécu quand tu étais sur ces grands événements, ces grands rendez-vous? Qu'est-ce que tu leur dis pour qu'ils passent finalement de l'autre côté avec beaucoup de satisfaction, beaucoup de fierté, c'est-à-dire un plan sans fausse note? Moi déjà, ce que j'aime dire aux gens que j'accompagne, c'est qu'ils ne jouent pas leur vie. Mais ça, je pense que c'est aussi valable pour un sportif de haut niveau. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, que l'exercice, j'allais dire que la performance soit au rendez-vous ou pas, les gens qui nous aiment, les gens qui nous accompagnent, les gens qui nous entourent nous aimeront toujours de la même manière. On nous aimera pas moins parce qu'on n'est pas champion, parce qu'on n'a pas réussi. Donc déjà là, il faut relativiser les choses et se dire même si on a beaucoup donné, on n'y joue pas sa vie. Donc, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, ça ne changera pas la vie et les gens continueront de nous aimer et ce sera juste une performance qu'on n'aura pas réussi. Donc, relativiser, même si il faut pas négliger l'importance de la chose. Donc, relativiser. Et puis, moi, ce que j'aime répéter, mais on l'a répété à l'entraînement, c'est-à-dire que voilà, les gammes dont je parle, on les a faites aussi en courant. Le coureur qui prend le départ d'un marathon et qui a choisi une stratégie de course-marche, par exemple,
mais il se pose pas la question de savoir comment il va faire. Tout ça, ça a été bouclé en amont. Ou à l'inverse, celui qui est dans une stratégie de course en permanence, parce qu'il va plus vite et qu'il n'a pas besoin de marcher, lui, il sait à quel moment il va boire, à quelle vitesse il doit courir. Donc tout ça, ça a déjà été préparé en amont. Donc moi, ce que je leur dis, tu n'as plus qu'à faire ce que tu as fait tout le temps pendant ces semaines et ces semaines. Fais le travail, fais le job, et puis voilà. Et comme tu l'as répété, comme tu sais le faire, on a limité au maximum la part d'incertitude. Peut-être qu'il va se passer quelque chose. Il va peut-être se mettre à pleuvoir. Il va peut-être un chien va traverser la route. Mais ça, c'est quelque chose. Ce sont les facteurs qu'on ne maîtrise pas. Tous les facteurs que tu maîtrises, tout ce qu'on pouvait essayer d'anticiper, on l'a fait. Donc maintenant, t'as plus qu'à jouer ta partition sans fausse note. C'est ça que moi que je leur dis la veille de la course, parce que forcément, il y a toujours un peu d'appréhension. Et puis dans les semaines qui précèdent, surtout aussi, on a l'impression qu'on sait plus rien faire, qu'on a tout perdu. Donc là aussi, il faut les rassurer en leur disant que c'est pas le cas et que ce qu'on ressent n'est pas forcément le reflet de la réalité. Alors Bruno, pour conclure cette capsule, faut-il copier les plans d'entraînement, les stratégies des champions? Quelle serait ta réponse en quelques points? Alors oui, on peut s'inspirer des sportifs de haut niveau, à condition de comprendre que ces personnes-là ont des qualités physiques qui sont hors normes, exceptionnelles, ce qui leur permet de réaliser des performances exceptionnelles, et que ces qualités ne sont pas duplicables. Donc on ne peut pas copier tout ce qu'ils font à l'entraînement parce que ils ont des moyens physiologiques dont tout le monde ne dispose pas, et qu'ils ont aussi des moyens, je dirais, logistiques dont tout le monde ne dispose pas, puisque eux sont professionnels et peuvent passer l'essentiel de leur temps à s'entraîner. Donc ne copions pas ce contexte-là. Par contre, inspirons-nous de ce qu'ils font dans cette capacité qu'ils ont à être persévérants, à être constants, à s'entraîner régulièrement, à s'entraîner progressivement. Soyons inspirés de ce qu'ils font quand ils mettent en place autour de l'entraînement tout ce qu'on appelle les points invisibles, la nutrition, l'alimentation. Inspirons-nous de la façon dont ils s'y prennent pour progresser, et on a des chances peut-être nous aussi d'être en fait, ce que je répète tout le temps, eux ils sont champions du monde, mais l'idée c'est que vous soyez champion du monde de vous-même en s'inspirant des champions du monde. On va inviter nos auditeurs à venir sur les réseaux nous indiquer si ils ont déjà peut-être expérimenté, s'ils ont déjà testé des séances d'entraînement de champions, et ce qu'ils en tirent, c'est aussi l'objectif de ces capsules, d'instaurer et de mettre en place les conversations sur ces différents médias. Bruno, si tu avais eu la possibilité de développer peut-être d'autres compétences en tant que champion du monde, des choses que l'on retrouve aujourd'hui mais que tu n'avais pas à l'époque. Alors là, je vais faire un petit rétropédalage par rapport à ta carrière. Des choses qui n'existaient pas à ton époque et qui existent aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aurais pu utiliser en tant que champion ? Alors là, on risque peut-être de repartir sur un sujet qui va être difficile à traiter en quelques minutes. Moi, j'aurais aimé bénéficier, et d'ailleurs, on aurait pu en parler dans la capsule, parce que je crois qu'à la fois, il faut pas copier, mais il faut copier. Ce seraient les chaussures, les chaussures carbone, les chaussures actuelles des sportifs. Alors, non pas pour courir plus vite, même si au final, pourquoi pas, si ça peut aider. Parce que justement, ces chaussures, elles n'ont d'intérêt que si on court vite. Donc là, on va peut-être pas repartir là-dessus, je sais pas, Seb, mais on voit beaucoup de sportifs qui n'ont pas les capacités d'utiliser des chaussures carbone, qui mettent des chaussures carbone parce qu'ils copient les athlètes de haut niveau. Mais il faut savoir que eux, on peut pas tous conduire une Ferrari, une Formule 1. Les chaussures carbone, c'est un peu la même chose. Donc, je reviens au sujet, parce que visiblement, moi, je ne cours plus assez vite pour utiliser les chaussures carbone, donc je n'en utilise pas. Parce que visiblement, et ça explique aussi les performances actuelles sur 100 km. Ça n'explique pas tout, mais ça l'explique aussi. Cette protection articulaire, musculaire, ces gains, non pas de vitesse, mais surtout ces gains qui sont dus au recul du moment où le corps est atteint par la fatigue musculaire, par les répétitions des chocs. Et j'aurais vraiment aimé, si j'avais pu, courir un 100 km à la vitesse où je le courais à l'époque, avec des chaussures
comme l'ont maintenant les sportifs de haut niveau. Eh bien, merci Bruno. Et puis, on vous attend avec Bruno pour une prochaine capsule L'œil du coach. C'est sur le podcast À côté de mes pompes. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous!